Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis Benoît Plane, chef de produit pour l'automatisation électrique chez Festo et je serai accompagné aujourd'hui de Marc-Antoine Courtel. Bonjour à tous. Ingénieur d'application également chez Festo France. Merci d'être connectés pour ce webinaire où nous parlerons des bases des bus de terrain les plus communément utilisés dans l'industrie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler des bus de terrain les plus utilisés, donc de différents types de bus de terrain. Nous allons parler un peu théorie, un peu principe de fonctionnement, de topologie par exemple. Nous allons parler des spécificités des différents bus qu'on peut rencontrer et nous allons également aborder les préférences de Festo, les orientations de Festo sur ce point technique. Par contre, aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'intelligence artificielle, même si on la voit émerger de plus en plus dans l'industrie. Nous ne parlerons pas de bus de terrain sans fil. On va encore attendre un petit peu d'années avant d'avoir beaucoup de maturité sur ce sujet. Nous ne présenterons pas d'exemple de programmation sur les bus de terrain. Et bon, vous verrez juste une fois aujourd'hui un bus sur un terrain. Voilà ce qu'il y en est pour les sujets abordés ou pas. Et pour démarrer, je vous propose de voir un bref historique de comment les bus de terrain se sont développés depuis quelques décennies. Alors on est au début dans les années 60, 70, et à cette époque, l'industrialisation continue son essor, continue son accélération. Mais à cette époque, les machines communiquent entre elles uniquement par des relais câblés avec des câbles point à point pour connecter les différents équipements. C'est complexe, c'est coûteux, c'est long à mettre en place. Et puis, ça empire lorsque le nombre d'équipements augmente, évidemment. Dans les années 70, Dick Morley, un ingénieur du MIT à Boston, créatif, passionné de machines industrielles, est un des premiers à se demander comment améliorer tout ça. Et il va chercher à faire communiquer les machines directement entre elles par des arrangements d'entrée-sortie plutôt que par des relais câblés. Alors donc, si on fait un petit peu le parallèle par rapport à l'industrie et l'automobile, pour citer un exemple, donc dans l'industrie, on va avoir tout qui est câblé au fil à fil initialement, et on va avoir une évolution en fait sur des cartes électroniques qui vont permettre de mettre en place les premiers bus de terrain. De la même façon que dans l'automobile, si on prend les voitures anciennes, typiquement, on avait tout qui était câblé de façon individuelle, donc fil à fil, ce qui nécessitait beaucoup de cuivre d'une part, ce qui nécessitait beaucoup de place dans l'auto, et ce qui était surtout source de panne en fait. Donc le principe de bus de terrain, c'est d'avoir typiquement une unité centrale, un calculateur qui va gérer en fait l'ensemble des capteurs de la voiture et des actionneurs, et en fait toutes les informations vont circuler sur un seul et même câble. Voilà, ce qui simplifie beaucoup les choses et ce qui permet une très grande flexibilité en termes d'évolution ou en termes d'ajout de matériel. Afin de régir en fait et de cadrer un petit peu tout ce qui se fait autour des bus de terrain, on a des normes qui sont mises en place, dont la 61-131 par exemple, qui a été créée en 93 de façon à mettre en place des langages de programmation. Donc, dans les plus connus, on va voir typiquement le FARSET, le LADER et puis le test structuré par exemple. En 1999, on a la norme 61-158 qui, elle, s'est mise en place justement pour définir les spécifications des bus de terrain, de façon à ce que les constructeurs, en fait, qui souhaitent développer leur propre bus, puissent l'établir autour d'une norme et quelque chose de structuré. Donc, cette structure s'appelle l'OSI, donc c'est l'Open System Interconnection. Et donc, il est défini en 7 couches. Donc, typiquement, on va pas forcément rentrer dans le détail de chaque couche, mais on va savoir en fait qu'il y a donc 7 couches. Donc, la couche physique, en fait, c'est principalement la transmission des signaux. Donc, c'est typiquement le câble Ethernet que vous avez à la maison ou de la fibre optique. Ça, c'est la couche physique. Ça peut être aussi de la DSL, par exemple. On va avoir donc la couche de données, la couche réseau, donc pour routage des données, de façon à organiser le cheminement des données entre les différents appareils. On va avoir la couche de transport qui va gérer les paquets de données, la couche de session qui va gérer les communications, la couche de présentation et la couche applicative. En général, c'est surtout sur cette couche-là que va se situer donc, le bus de terrain proprement parlé. Au niveau des topologies, les bus de terrain, on a différentes façons de les agencer. On peut les agencer ce qu'on appelle en chaîne, on peut les agencer en arbre, en étoile,
et en anneaux. Donc typiquement, l'anneau, par exemple, ça permet d'avoir une certaine redondance au niveau du bus de terrain. Et donc, si on a une rupture de câble d'un côté, on peut toujours continuer à communiquer de l'autre côté. Et en fonction des topologies, on a certaines topologies qui vont nécessiter en fait des switches, donc des switches Ethernet, de façon à répartir les éléments et les interconnecter entre eux. Donc, historiquement, on a beaucoup de bus de terrain. Donc, il y a tous les bus de terrain base série. Et on va avoir aussi tous les bus de terrain base Ethernet. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se focaliser essentiellement sur les bus de terrain base Ethernet. Si on reprend un petit peu la répartition du marché sur les bus de terrain, on va avoir donc les bus de terrain série qui se situent sur cette partie-là, qui vont avoir tendance à réduire en termes de part de marché, mais l'évolution se fait donc sur les bus de terrain base Ethernet parce qu'ils permettent une simplicité de mise en œuvre. Là où les bus de terrain série nécessitent un câblage spécifique, plus coûteux et potentiellement plus source de panne, le bus Ethernet va être beaucoup plus simple parce qu'on utilise des moyens standards en fait du marché et on va avoir des vitesses de communication surtout qui vont être beaucoup plus élevées que sur les bus de terrain série. Typiquement, un bus de terrain série, on va monter à quelques mégabits par seconde, là où un bus de terrain base Ethernet va pouvoir monter à plusieurs gigabits par seconde. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur 4 bus de terrain en particulier, qui sont essentiellement, on va dire, les plus répandus sur le marché européen. Donc on va avoir le Profinet, l'Ethernet IP, l'Ether4 et le Modbus TCP. Donc le Profinet, en fait, c'est un bus de terrain qui à l'origine a été créé par Siemens, qui est maintenant régi par la société, par le consortium PI, en fait, qui comporte 1200 membres, donc qui comporte beaucoup de constructeurs, où chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Et donc, c'est maintenant un standard qui est ouvert pour l'industrie. Il repose sur le modèle OSI qu'on a vu précédemment, de façon à structurer le bus de terrain. C'est un bus de terrain qui permet des applications en temps réel, donc ça veut dire qu'on va avoir des vitesses de communication entre les différents éléments et appareils du réseau qui vont être ultra rapides. De façon à pouvoir programmer tout ça, on a un environnement qui est bien connu, qui s'appelle le StepSet TIA Portal, donc, qui est à l'origine créé par Siemens, et donc qui va permettre de mettre en œuvre tout ce petit monde et donc le Profinet. Dans un réseau Profinet, en fait, on va avoir besoin de savoir avec quel type de matériel et quel type de fabricant on communique, et donc pour ça, en fait, on intègre dans l'architecture un fichier qu'on appelle le GSDML. On verra que chaque bus de terrain a un fichier de description d'appareil qui lui est propre. Et ça permet de reconnaître l'appareil avec lequel on va vouloir communiquer et de connaître ses spécificités. Donc chez Siemens, ça s'appelle le General Station Description Market Language. Donc au niveau des temps de cycle, principalement en Profinet, il existe deux modes de fonctionnement, donc ce qui s'appelle l'RT et l'IRT. L'RT typiquement permet des temps de cycle, on va dire, qui se situent entre 1 et 10 millisecondes, tandis que l'IRT permet des temps de cycle qui vont jusqu'à 200, qui peuvent descendre typiquement jusqu'à 250 microsecondes. Et donc, c'est sur ces temps de cycle-là qu'on va parler d'applications déterministes, donc en temps réel. Ensuite, il y a des profils qu'on peut venir ajouter sur un réseau Profinet, des surcouches typiquement, de façon, par exemple, à pouvoir avoir de la sécurité qui va passer dans le bus de terrain. Donc, ça s'appelle ici donc le ProfiSafe. Donc c'est encapsulé dans le Profinet et c'est un réseau c'est une trame qui est sécurisée en fait, et qui est réservée justement aux fonctions de sécurité sur bus de terrain, là où on pourrait les avoir encablés à côté. Donc là, c'est intégré dans le bus de terrain. Il y a une autre fonctionnalité aussi qui s'appelle donc le ProfiDrive, donc qui va pouvoir permettre le contrôle de mouvement dans un réseau Profinet. Et on a également le ProfiEnergy, donc qui va permettre d'avoir des fonctions d'économie d'énergie. Et donc, par exemple, de mettre des appareils en veille à un moment donné dans le réseau. Au niveau des vitesses de communication, on va pouvoir monter jusqu'au gigabit parce qu'on est sur de la base Ethernet et maintenant la plupart des bus de terrain sont capables de fonctionner sur du gigabit. Donc un gigabit, c'est 1 milliard de bits qui circulent toutes les secondes. C'est des vitesses de communication qui sont relativement élevées. On a le Modbus TCP, qui a été créé par Modicom dans les années 70, donc 79, et qui, donc c'est une société américaine à l'origine, ça a été repris par Schneider, et c'est quelque chose qui est non propriétaire. C'est un bus de terrain qui est relativement simple à mettre en œuvre, qui est beaucoup utilisé,
qui ne nécessite pas de droit particulier, et donc qui repose essentiellement sur la technologie maître-esclave. Donc on va avoir un maître qui va dialoguer avec plusieurs esclaves. Donc le maître envoie en fait ses instructions aux esclaves, les esclaves les reçoivent et les traitent. Mais les esclaves ne peuvent pas communiquer entre eux, contrairement à un réseau Profinet par exemple. C'est une des spécificités de l'architecture Modbus. Au niveau des topologies, on va pouvoir adopter de la topologie en étoile, en anneau et en arbre. Il n'y a pas de fichier de description d'appareil. En fait, on va travailler avec des registres. En fait, hein. Donc, on a des trames qui vont être cadrées sur un certain nombre de bits et on va envoyer les informations sur ces registres. C'est un bus de terrain qui n'est pas déterministe du coup, donc il peut pas fonctionner. Il n'a pas vocation à fonctionner en temps réel. Il est un petit peu moins rapide en fait entre guillemets que le bus qu'on a cité précédemment. Au niveau des vitesses de transmission de données, typiquement, on peut aller jusqu'à 100 mégabits par seconde de façon générale. Et le temps de latence, en fait, le temps de réponse entre les maîtres et l'esclave, par exemple, il se situe en général autour de quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes. Mais ça, c'est très dépendant, en fait, de la charge réseau, c'est-à-dire du nombre de participants, du nombre d'esclaves, par exemple, qu'on a sur le réseau du Modbus. C'est un réseau qui est très populaire, qui permet une grande modularité, qui est très extensible, robuste et plutôt fiable. Par contre, il n'est pas trop adapté, par exemple, pour des fonctions de sécurité, comme on a vu avant sur le réseau Profinet, où on peut encapsuler des trames safety, des trames de sécurité. Alors ensuite, on va avoir l'Ethercat, qui est également créé par une société allemande, donc en 2003, société qui s'appelle Beckhoff Automation, qui est également régie par un consortium qui s'appelle l'ETG. C'est un standard qui est ouvert, qui repose également sur les 7 couches du modèle OSI. Les fichiers de description d'appareil, dans le cas de l'Ethercat, s'appellent les OSI. Donc, pour rappel, en fait, le fichier de description d'appareil, hein, c'est ce qu'on va typiquement intégrer dans l'automate ou dans le maître, de façon à ce qu'il puisse reconnaître tous les participants avec qui il travaille et donc les différents fabricants. C'est un réseau qui est déterministe et temps réel, processing on the fly. En fait, si on fait le parallèle par rapport à un train, l'Ethercat, c'est un bus de terrain extrêmement rapide où on va avoir un train à grande vitesse qui va circuler en permanence et qui va larguer en fait ses paquets de données à la volée. Et la particularité, c'est que le train n'a pas besoin d'attendre que le participant ait traité le paquet pour pouvoir repartir. En fait, les paquets sont traités alors même que le train est déjà reparti. Donc, c'est un réseau qui a la réputation d'être extrêmement rapide et donc très adapté, par exemple, pour tout ce qui est application de motion. On va avoir besoin de synchroniser des mouvements entre eux. Donc, il permet des temps de cycle ultra courts. Il intègre aussi des profils un petit peu comme le Profinet, où on va avoir par exemple de la safety over Ethercat. On va avoir l'Ethercat-P, qui va être un profil qui va permettre de véhiculer de l'alimentation électrique sur un câble Ethernet. Voilà. Et on va avoir, par exemple, pour en citer quelques-uns, l'Ethercat-G, on a même le G10 en fait, donc c'est pour gigabit, donc pour 1 gigabit, et le G10 pour 10 gigabits par seconde. Voilà. Donc 10 fois 1 milliard de bits par seconde. Pour donner un exemple, donc un octet c'est 8 bits, on peut envoyer 1500 octets en 1,22 microsecondes. Voilà, pour donner un petit peu les performances du réseau. Et donc enfin, on va avoir l'Ethernet IP, donc, qui a été créé à l'origine par une société américaine qui s'appelle Rockwell Automation, donc en 2001, qui est maintenant également régie par l'ODVA, donc Open Device Net Vendor Association. C'est un standard qui est ouvert, qui est basé sur le protocole CIP. Donc pour faire le parallèle, en fait, un protocole, hein, c'est ce qui va permettre, par exemple, à un automate et un appareil esclave, donc un capteur par exemple, ou un contrôleur de moteur, de parler la même langue. Donc si on en a un qui parle anglais et l'autre français, ils vont pas se comprendre. Le fait de parler la même langue, ça permet donc d'envoyer une adresse de destinataire, avoir une adresse d'expéditeur, avoir un contenu de message et avoir une fin de communication. Donc les fichiers de description d'appareils sur l'Ethernet IP s'appellent donc les Electronic Datasheets, donc EDS. C'est un bus de terrain qui est dit temps réel également. Et l'environnement de programmation le plus répandu et le plus connu, on va dire, donc qui est issu de Rockwell, s'appelle Studio 5000. Au niveau de la vitesse de transmission des données, donc base Ethernet, on va pouvoir aussi aller jusqu'au gigabit maintenant. Donc juste à savoir que pour transmettre ces quantités d'informations dans un temps donné, il faut des
qualité de câble réseau, donc câble RJ45, qui soit d'une certaine catégorie. En général, dans l'industrie, on utilise au minimum de la catégorie 6. En fait, c'est la catégorie à partir de laquelle le câble va être blindé. Et bien souvent, on utilise aussi des connecteurs plus spécifiques que ce qu'on aurait par exemple à la maison, où à la maison, on va avoir des câbles, des prises réseau RJ45, voilà, pour les plus connus. Dans l'industrie, on va essentiellement utiliser sur les appareils, en tout cas, des connecteurs M12 qui permettent d'avoir une connexion beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus robuste. Voilà. Le M12, on va dire, c'est un des plus répandus. Donc l'Ethernet IP permet également des applications synchronisées et gérées en temps réel, notamment pour faire de la motion, comme on l'a évoqué tout à l'heure, synchronisation d'axes par exemple, interpolation de mouvements pour faire de la dépose de colle, de la découpe à la volée, des choses comme ça. Il intègre également des profils, comme on a vu tout à l'heure sur l'Ethercat et le Profinet par exemple, dont un profil qui s'appelle la CIP Safety, donc pour véhiculer des trames en fait de sécurité dans l'Ethernet IP, et on va avoir des trames aussi donc pour faire de la motion. Donc c'est un réseau qui est également flexible et compatible. Merci pour ces présentations, pour ces détails et éclaircissements, Marc-Antoine. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui dans l'industrie, on va rencontrer pour les bus de terrain essentiellement l'Ethernet industriel, avec quatre acteurs majeurs qui se dégagent du lot, chacun avec ses spécificités, avec ses expertises différentes, avec des outils de développement qui ne vont pas être les mêmes, avec des profils à intégrer qui vont ajouter des fonctions pas nécessairement comparables. La question qui me vient, c'est dans toutes ces informations à assimiler, quel est le choix de Festo et comment Festo s'est orienté dans les bus de terrain? Alors c'est une bonne question. Typiquement, le choix qui a été retenu par Festo, c'est de travailler donc sur des Tercat. En fait, historiquement, Festo, on est sur un bus de terrain série qui s'appelle le CanOpen. Et les Tercat, en fait, encapsulent un petit peu du CanOpen sur de la base Ethernet. L'autre raison, c'est que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un bus de terrain qui est plutôt très rapide, où il y a beaucoup de fabricants et constructeurs qui l'utilisent, mine de rien. Il a la particularité aussi, donc comme on l'a évoqué, d'avoir des coûts d'acquisition qui sont relativement contenus, hein, c'est-à-dire que pour que l'appareil fonctionne sur des Tercat, on va intégrer une petite puce spécifique à l'intérieur, et le coût d'acquisition de cette puce est relativement contenu. C'est une des raisons aussi du choix, je pense. Et donc, si on revient sur la partie CanOpen, on a aussi un profil qui s'appelle le CIA 402 qui permet justement de faire du motion et du contrôle de mouvement, qui du coup fonctionne aussi sur les Tercat. Donc, pour faire le parallèle justement avec la partie entraînement d'axe, servomoteur, donc brushless pas à pas, on a un certain nombre d'appareils chez Festo maintenant qui fonctionnent en multi-protocole, c'est-à-dire qu'on a une puce dans l'appareil et donc avec une seule référence, on est capable de choisir sur quel bus de terrain travailler. Donc dans le logiciel, on va sélectionner si on souhaite travailler par exemple sur l'Ethernet IP, du Profinet, du Modbus TCP ou de l'Ethercat par exemple. Voilà. Très bien, merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que désormais les bus de terrain sont un petit peu plus clairs et que vous les apprenez d'une manière un peu plus aisée. Maintenant, l'industrie va continuer à évoluer, va continuer à s'étendre et à apporter de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges. Notre objectif à nous, c'est de continuer à vous accompagner pour trouver des solutions aux problématiques qu'on peut rencontrer, que ce soit dans les bus de terrain ou dans tous les sujets de l'automatisation industrielle. Merci encore. Merci à vous. Très bonne journée. À bientôt.